tous et bienvenue dans votre émission itinéraire entreprise, diffusée bien sûr sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Marie Masson. Bienvenue. Bonjour madame, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être en plateau avec nous en tant que fondatrice et dirigeante de Cours Masson, un soutien scolaire personnalisé et une méthode spécifique pour accompagner et guider les élèves dans leur réussite. Alors on va commencer avec une question un peu d'état des lieux. Quel est l'état des lieux justement que vous dressez de l'éducation aujourd'hui en France post-Covid, mais aussi avec ces réformes du bac qui sont un petit peu chaotiques. On en est où? Effectivement, je pense que l'école est en convalescence, disons, suite au Covid et suite aux récentes réformes du bac. Le Covid a été vécu par les élèves un peu comme une fracture dans leur scolarité. Si on se remet dans le contexte, on est au mois de mars, les cours s'arrêtent. On a à peu près un professeur par équipe pédagogique qui continue à faire cours. Le reste a complètement lâché l'affaire. Et tout ceci a été suivi d'une année complète en demi-jauge. La conséquence malheureuse, c'est que les élèves se sont retrouvés à apprendre des concepts de façon superficielle parce qu'ils n'avaient pas le temps d'être creusés en classe, ayant pour conséquence aujourd'hui une incapacité finalement à développer une argumentation en plusieurs étapes, beaucoup de lacunes et des problèmes de méthodologie de travail. Donc ça, ce sont déjà les conséquences du Covid. Et pas de chance, on s'est retrouvé avec la réforme du bac en parallèle. Et ça a été un drame parce que cette réforme est un petit peu une hérésie. On essaye de l'adapter aujourd'hui. J'espère qu'on va arriver à quelque chose de sain. Mais vous voyez, un des principes de cette réforme consiste à considérer que le bac doit être noté en partie en contrôle continu. Ce qui fait que, dès la classe de première, toutes les notes comptent pour le bac. Ce qui génère une tension très forte, une pression très forte sur nos élèves. Beaucoup d'incertitudes. Exactement. Aussi. Et puis chaque devoir, on risque son bac, entre guillemets, à chaque devoir sur table. Et ça, c'est pas sain. Et nous, quand on faisait nos études, je passe pour une vieille en disant ça, mais ça se passait pas comme ça finalement. Voilà, on travaillait comme il fallait, bien évidemment. Et à un moment, il y avait le temps de révision qui était le temps du bac. Là, ça s'étale sur 2 ans. C'est long, 2 ans. En plus, le contrôle continu veut dire qu'on est noté par les professeurs de son établissement scolaire. Ce qui n'est pas forcément tout à fait juste par rapport aux autres. Il y a des établissements, en effet, plus ou moins exigeants. Et donc, on se retrouve avec des élèves qui vont peut-être être un petit peu pénalisés dans leur dossier, donc pour leur bac, et donc pour Parcoursup. Donc, beaucoup d'injustice au final. Moi, c'est ce que je trouve. À cela s'ajoute le fait que, dès la classe de seconde, les élèves vont devoir choisir les spécialités qu'ils vont prendre en première puis en terminale. Ces spécialités sont déterminantes pour l'orientation qu'ils vont choisir. Sauf qu'on leur demande de choisir en seconde. En seconde, on est un bébé. Ça demande beaucoup de maturité, bien sûr. Exactement, et puis les parents doivent être au courant. Enfin, ça demande à tout le monde de beaucoup se renseigner, et c'est complexe. Et enfin, et je trouve que c'est une des pires conséquences de cette réforme, on se retrouve avec un abandon global des mathématiques, et notamment chez les filles, ce qui est un vrai problème, puisqu'on a eu du mal à arriver à un pourcentage de filles qui suivent les mathématiques au bout de 20 années de tentatives et pour essayer de changer un petit peu les mentalités. Et aujourd'hui, qu'on se retrouve donc avec un abandon massif, on se retrouve avec des classes préparatoires aux grandes écoles qui ferment parce qu'on n'a pas assez d'élèves qui ont fait des maths, et on se retrouve avec une baisse du vivier de scientifiques en France, et ça, c'est gênant. Et face à l'ensemble de ces constats, il y a un soutien scolaire qui est évident, c'est un vrai besoin. Est-ce que vous trouvez que le soutien scolaire tel qu'il est pratiqué de manière traditionnelle a des limites? Qu'est-ce que vous lui reprochez, entre guillemets? Effectivement, je trouve que depuis quelques années, le soutien scolaire est un petit peu devenu le marché de la peur, engendrant de la part des parents une consommation frénétique de cours et de stages. Au final, on se retrouve avec des propositions d'accompagnement qui ne répondent même pas aux problèmes des élèves et qui, plus est, créent une dépendance. Donc on se retrouve avec des élèves qui n'ont pas forcément des bons résultats. Et pour eux, comment avoir de meilleurs résultats? Ils disent tout de suite qu'il faut prendre plus de cours. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux duquel on ne se sort pas, si vous voulez. Moi, je pense que le soutien scolaire devrait être plus dans la prévention. Quand je vois un élève, pour la première fois, ou même si je l'ai déjà vu, que ce soit en stage ou en suivi individuel, j'essaye toujours de comprendre l'origine de ces erreurs, de faire une sorte de diagnostic, finalement, pour proposer quelque chose, une solution, sur mesure. De temps en temps, en effet, je constate que des élèves font des fautes récurrentes, des fautes qui pourraient paraître être des fautes d'étourderie. Mais en creusant, je me rends compte que c'est une lacune, et quand on la résout, l'élève n'a plus besoin d'aide. Et tant mieux, comme ça il arrête de prendre des cours, et c'est sain. Donc en fait, l'idée, c'est de passer peut-être par un diagnostic de départ, c'est ce que vous pratiquez en tout cas, pour cerner les problèmes de l'élève. Et donc, vous le dites vous-même, parfois, il n'y a même pas forcément besoin de cours, de soutien scolaire, mais il y a besoin de changer la méthodologie. C'est ça qui est important? Oui, exactement. C'est-à-dire que je reste convaincue que même le cours le plus parfait ne pourrait jamais suffire si l'élève ne retravaille pas le concept ultérieurement et s'il ne le retravaille pas avec la bonne méthode. Donc c'est vrai, c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves. Dès que je les vois pour la première fois, ou même si je les vois de façon régulière, je rappelle tout le temps comment on organise son travail personnel, comment on apprend un cours. Parce que ça a l'air tout bête, mais on dit aux élèves, apprenez votre cours.
ils ont leur cours en face d'eux, ils ne savent même pas quoi faire, ils ne savent pas ce que c'est qu'apprendre un cours. Il y a des techniques démontrées par les sciences cognitives. Il n'y a pas 50 000 façons par ailleurs. Il y en a une. Bref, si on ne leur apprend pas, ils ne peuvent pas le faire. Et de même, il faut aussi les guider parce que de temps en temps, des élèves connaissent leur cours, mais ne savent justement, bêtement, pas réviser un devoir sur table, par exemple. Donc réviser un devoir sur table, bah oui, il y a un cycle pour reprendre certains types d'exercices, puis les refaire plus tard. Oui, c'est Bref, appliquer, entre guillemets, le cours et le remobiliser pour ensuite être capable de s'en servir, par exemple, pour un devoir sur exactement, table. c'est du bon sens. Mais quand on a la totalité de ses camarades qui, pour réviser un devoir sur table, se disent « nous, on va faire 20 exercices qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et on sera prêt », on a envie de faire pareil, alors qu'en fait, il vaut mieux en faire 5, mais les refaire. Et la méthodologie que j'essaye d'adapter va un petit peu plus loin, parce que je suis obligée de mettre en place un certain nombre de garde-fous. On a un problème avec nos jeunes qui est qu'ils aiment les outils numériques. C'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut savoir les utiliser. Par exemple, ils sont nombreux à regarder des vidéos de cours et à dire « c'est bon, j'ai révisé mon devoir sur table ». Or, a priori, moi je leur dis toujours, je ne sais pas quand tu as regardé ta dernière série sur une chaîne dont on ne peut pas donner le nom, peut-être pas, mais est-ce que tu es capable de me raconter par cœur tout ce qui a été dit pendant cette série ? Non. Non. Donc, ce n'est pas parce qu'on a regardé un cours qu'on le connaît, qu'on l'a compris, qu'on se l'est approprié et qu'on est capable d'en faire un exercice. Donc ça peut être un outil, mais parmi d'autres, et Exactement. dans le cas d'une méthode qui est bien construite. C'est exactement ça. Et le dernier fléau, parce que là pour le coup c'est un fléau je trouve en ce moment, c'est le problème des fiches de cours que l'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est la grande mode. On apprend au travers de fiches de cours d'élèves. Oui, bah, ça pose problème parce que forcément les qualités de fiches ne sont pas égales, les contenus à l'intérieur ne se valent pas. Puis à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'il y ait un professeur pour dire qu'il manque peut-être des informations ou pour rajouter la couche du cours du professeur que l'élève a eu. Donc c'est un outil, oui, il faut savoir l'utiliser. Et c'est vrai que je suis très présente, peut-être un peu trop, mais je suis là pour leur expliquer ce que je veux bien qu'ils fassent, mais ce que je ne veux pas qu'ils fassent. Mais pour leur bien évidemment. Et vous luttez donc, vous l'avez dit tout à l'heure, contre ce fameux marché de la peur. Quel est le système que vous prenez? Parce que vous parlez donc de diagnostic, d'être à l'écoute de leurs besoins, de méthodologie. Au final, comment est-ce que vous accompagnez les élèves? Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'élève sache travailler chez lui. Moi, je D'accord. lui donne les clés, je lui donne les cours adaptés, adaptés à son niveau, adaptés à ses objectifs aussi, etc. Mais tôt ou tard, si l'élève ne travaille pas de façon personnelle chez lui et de façon autonome, on ne s'en sortira pas. Donc moi, j'essaye de créer un écosystème avec le parent, l'élève et moi-même, dans lesquels nous sommes tous co-responsables. On forme une équipe unie, chacun a sa place, chacun a son rôle. Le rôle de l'élève, c'est de travailler. C'est de travailler en respectant la méthode de travail que je lui ai proposée et d'accepter, parce qu'ils ont du mal aujourd'hui, les consignes des professeurs ou des examinateurs, même si ça leur semble arbitraire. De temps en temps, les élèves ne veulent pas rédiger comme leur prof, mais oui, mais c'est le prof qui note. Donc si on ne rédige pas comme eux, on n'a pas les On points. a plutôt intérêt à se conformer à ça. Non, mais exactement, tout à fait. Le parent, lui, il a plusieurs rôles. Un rôle de bienveillance, c'est-à-dire la bienveillance au travers de la progression même minime de leur enfant. Un enfant qui gagne 2 points sur une note, bravo, c'est déjà super. Ok, on veut plus, mais commençons déjà par 2 points. C'est un bon début. Le parent doit aussi être présent pour vérifier que la méthode de travail est appliquée comme il faut, le soir et les week-ends. Et moi, mon rôle dans tout ça, c'est d'orchestrer, de guider l'élève vers sa réussite et bien sûr lui proposer les meilleurs polis de cours que je puisse lui proposer, les meilleurs cours aussi, le meilleur accompagnement. En travaillant de la sorte, ce marché de la peur peut, et j'en suis convaincue, redevenir le marché de la confiance. En tout cas, on vous sent très passionné et très convaincu. J'aime mon métier. Ça se voit. Comment est-ce que vous envisagez le futur de votre métier? Alors, je pense que j'ai 2 chantiers à mener en parallèle. D'abord, poursuivre ce que je fais déjà, c'est-à-dire notamment mes préparations aux concours, aux examens, qui marchent très bien. Les élèves ont d'excellents résultats, ils sont contents, donc moi, ça me convient parfaitement. C'est surtout au travers du travail personnel régulier que je voudrais changer un petit peu les choses. Et donc, je suis en train de développer en ce moment un outil digital pour permettre aux élèves de travailler efficacement et en autonomie. Toujours dans ce contexte de co-responsabilité, parents, enfants et moi-même. C'est juste que je le digitalise pour rendre les choses plus simples, pour éviter qu'on s'envoie des messages tous les soirs avec chaque élève, pour pouvoir aider finalement aussi un plus grand nombre d'élèves. Exactement. Et donc l'idée, c'est que cet outil digital, il va y avoir un petit peu d'intelligence artificielle dedans. L'objectif étant que les exercices s'adaptent au niveau de l'élève, ainsi qu'à ses objectifs. L'objectif aussi, c'est que les programmes d'entraînement seront en mesure de voir des lacunes éventuelles. Et donc de proposer en fait les points de blocage. C'est exactement ça. Et donc de proposer des séries d'exercices, mais avec une périodicité pertinente pour l'apprentissage. En fait, vous le comprenez, là-dedans, il y a toute mon expertise d'enseignante et j'espère que ça pourra aider vraiment le plus grand nombre d'élèves. Et vous accompagnez tous les élèves, toutes les classes d'âge? Du coup, ce serait l'objectif à terme. Aujourd'hui, en tout cas, j'accompagne plutôt de la 3e aux classes préparatoires aux grandes écoles.
mais Parfait. ce sera étendu par la suite. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans ces projets à venir et puis félicitations pour le combat que vous menez. Merci beaucoup Marie Masson. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et dirigeante de Cours Masson. On l'a compris, un soutien scolaire personnalisé sur mesure et puis une méthode spécifique pour guider les élèves et les accompagner dans leur réussite et puis leur succès à l'école. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé votre expertise en plateau. Merci à vous. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.